Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit que Chachamim, ils ont déraciné l'acquisition du mammon. Kinyan, Marot. Ils ont déraciné. Pourquoi ils ont déraciné? Ouais, parce que quand maintenant tu as payé ton blé, il se trouve dans le grenier de l'autre. Alors, tant que tu n'as pas reçu ton blé, il est déjà à toi, parce que tu as payé. Si on dit que l'argent, si on s'en tient au digne de la Torah, l'argent, il est connaît. Donc le blé est déjà à toi. Donc le mec qui t'a vendu le blé, il est comme un chômeur sur ton blé. Et comme c'est plus à lui le blé, ouais, il ne perd pas grand-chose que le blé il brûle, ou qu'il soit abîmé. Donc ils ne sont pas tellement responsables de ce qui va arriver au blé. C'est plus son blé, quoi. Comme il a reçu ton blé, c'est plus son blé. Alors, les Chachamim, ils ont peur qu'il y ait eu des débordements et des abus. Alors, il va dire, tu sais quoi, mon ami? Tant que l'acheteur, il n'a pas fait Meshicha, ou Agba, ça dépend des choses, ouais, du blé, eh bien, le Kinyan n'est pas réel. Et si maintenant, l'acheteur veut dire, bah, en fin de compte, ton blé, non, bah non. Alors, Alpidine, il peut revenir du Kinyan, parce qu'il n'y a pas eu de Kinyan. Mais Chachamim, ils ont fait une clala. Il dit, attends, parce que d'un côté, on va ranger les mecs, mais de l'autre côté, c'est le balagan. Il a donné l'argent pour dire, oh, rends-moi l'argent, j'ai plus envie. Ben, c'est quoi, t'as plus envie? J'ai enlevé les pubs, j'ai fermé la porte à tous les autres clients. C'est quoi, t'as pas envie? C'est quoi si t'as pas envie? Alors, on fait une clala. Que Mishepara Hachem, qui est venu punir, ouais, Dora Maboul, et la tour de Babel, et on a vu aussi Sodome et Amora, on a vu l'armée égyptienne dans l'eau, ouais, c'est la Braïta qui rajoutait des cas. Dans notre Mishnah, il y a marqué uniquement, Mishepara, Hanché Dora Maboul, et Dora Palaga, c'est tout. Il y a juste les deux premiers cas, et la Braïta dit verroulé, etc. C'est quoi, etc. C'est Amora et Amora et les Égyptiens dans la mer. Donc, le point en commun de toutes ces choses-là, c'est qu'on voit qu'Hachem, il est intervenu. Hachem, il ne laisse pas faire les choses. Là aussi, le Bedin, il ne peut rien faire. Le Bedin, il ne peut rien faire parce que le Kinyan, il a été annulé par le Bedin. Le Bedin, il ne peut plus rien faire. Nachon, Aval, Hachem, il s'en occupe. Donc, le Bedin jure. Il vient faire une klala, que celui qui revient du Kinyan, qui s'est engagé, eh bien, il est maudit. Hachem va le tuer. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu dans le Mishnah Bet. Et Rabbi Shimon, il nous dit un truc très, très, très intéressant qui n'est pas évident du tout. Rabbi Shimon, il dit Kol shakesef beyado, yado ala elyona. Kol shakesef beyado, yado ala elyona. Ça veut dire quoi, ça? On a vu, nous, plus haut, on a vu, que quand Chachamim, ils ont déraciné, après Tanakama, les Chachamim, ils ont tout simplement déraciné le Kinyan. Tu as donné de l'argent, il ne s'est rien passé. Tu as juste pris une plala, c'est tout. Mais il n'y a pas en termes de Kinyan, il ne s'est rien passé. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Il dit, pourquoi dire qu'on a complètement déraciné le Kinyan? C'est pas vrai. Il dit, il y a deux à la Elena. C'est-à-dire le mocher, le vendeur du blé, il a l'argent dans la main. Il a l'argent dans la main. Alors lui, c'est qui me fait du klaxon? On se croit en plein match de foot. C'est moi. C'est qui? Moi, je veux des noms. C'est moi, c'est la rue. Je ferme alors. Si tu continues, je t'envoie le beeper Rémi. Razak, David. Il y a deux à la Yona. Il y a un truc très intéressant dans Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit qu'on n'a pas déraciné complètement le Kinyan. C'est-à-dire que le mocher, s'il veut, il peut revenir
du kinyan. En fin de compte, je te le vends plus le truc. Mais le loker, non. T'entends ou pas? Un truc de ouf. D'après Tanakama, il n'y a pas de kinyan du tout. Ni le mocher, ni le loker, il n'y a pas de kinyan. L'argent, ça veut rien. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Shimon dit, c'est pas la peine de tout déraciner. C'est pas la peine de tout déraciner. Ils pensent que Chachamim, ils n'ont pas déraciné complètement le kinyan de la Torah de Maot. Ouais. Ils ont laissé au sujet du Lokear. Ouais. Lui, il ne peut pas revenir en arrière. Et lui, il y a une Meshicha. Lui maintenant, comment dirais-je, pour que personne ne puisse revenir en arrière, il faut qu'il y ait une Meshicha. Tout ce qu'ils ont déraciné, c'est au sujet du Mocher, que lui, il puisse revenir en arrière. Tout ce qu'ils ont déraciné, c'est que le Mocher, il peut annuler le Kinyan. Alors, et pourquoi le maître Rabbi Shimon, il pense comme ça? Il dit, ça suffit que, pour le Mocher, qu'il fasse l'effort de sauver le blé. C'est comme le Kinyan, il n'est pas complètement terminé, c'est-à-dire, il dit un truc intéressant, Rabbi Shimon. Honnêtement, il est plus dur à comprendre, Rabbi Shimon, que Tanakama. Je vous préviens d'avance, c'est pas très simple comme idée. Ouais. C'est pas très simple comme idée, mais je vais quand même vous l'expliquer. La Gemara l'explique. Ouais. C'est que l'enjeu, on a dit, c'est que le mocher, il soit quand même responsable de ce qui se passe dans le grenier. Il dit, moi, je m'en fous, j'ai vendu, et puis... Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il soit encore chômeur sur le blé. Alors, on ne parle pas forcément de gens malhonnêtes, quoi. Hein. On ne parle pas que le mocher, lui-même, il va mettre le feu à son grenier. Ouais. On va parler d'une certaine négligence. La négligence du mocher, elle est, écoutez bien les mots, pourquoi le mocher, il est négligent? Parce que de toute façon, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre parce que c'est plus son blé. Il s'en fout complètement. Il s'est complètement désintéressé de ce blé, c'est bon, il a vendu. Dans sa tête, c'est plus son blé. Si maintenant, c'est encore son blé, par rapport au fait que s'il veut, il peut changer d'avis, j'ai plus envie de te vendre à toi. Si maintenant, il peut encore changer d'avis et le vendre à quelqu'un d'autre, donc c'est encore son blé. Vous me suivez ou pas? Puisqu'il peut encore changer d'avis, c'est encore son blé. Imaginons dans le cas maintenant, les prix du blé ont flambé. Pas le grenier a flambé. Les prix du blé ont flambé. Le blé qui était vendu à 100 shekels le kilo, il est à 600 shekels le kilo par exemple. Hein? Ça peut arriver. Des fois il y a des famines, des fois il y a des épidémies, et les prix sont fluctuants. Et donc l'agriculteur, quand il a du blé, il sait qu'il a un pouvoir intéressant parce que les gens ils ont besoin de manger, ils ne peuvent pas manger des pièces d'argent, ils ont besoin de manger du blé. Donc lui, il fait très attention à son blé. Ouais, parce qu'il sait qu'avec ça, il peut faire de l'argent. Donc quand maintenant il peut revenir, quand le mocher peut revenir de sa transaction, donc par rapport à Maot, le kinyan de Maot, il est partiel. Le connaît, il ne peut pas revenir de la transaction, mais le mocher, il peut encore revenir de sa transaction. Alors, si maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans le grenier, il va être très embêté. Il dit, parce que comme je peux revenir de la transaction, il a encore un mois en potentiel. Et comme il a encore un mois en potentiel, donc il ne se sent pas complètement désintéressé de ce qui va arriver à son blé. Donc, ça va suffire qu'on ait laissé le kinyan chez le loker, mais chez le mocher, lui, il n'y a pas de kinyan du blé. Donc, il est encore propriétaire du blé. Comme il est encore propriétaire du blé, il peut changer d'avis et le vendre à quelqu'un d'autre. Ça suffit ce détail-là, pour qu'il va être suffisamment sérieux pour garder le blé qui lui arrive rien. Nous, au début, on pensait que le problème, il était du mocher. D'après Tanakama, on avait expliqué le problème, il était du mocher, que quand il a reçu son argent, il s'en fout de tout. Ouais. En vérité, Rabbi Shimon dit non, c'est pas ça. Pourquoi il s'en fout? Pas parce qu'il a reçu son argent. Il s'en fout parce qu'il a vendu. Donc de toute façon, ouais, il ne se sent plus propriétaire du blé. Ça, la Nekuda. D'après Tanakama, on disait, comme le mocher a reçu son argent, donc il s'en fout ce qui arrive au blé. Lui, il a eu son argent. D'après cette explication, comment par Rabbi Shimon? Dans ce cas-là, pourquoi maintenant le mocher, il peut changer d'avis, de vendre à quelqu'un d'autre ou pas, et le loker, non?
T'as bloqué le locker avec cette histoire-là. Le locker, il ne peut pas changer d'avis. Et si ça brûlait, il devra recevoir la cendre. Et le mourant, c'est lui qui peut changer d'avis. Qu'est-ce que t'as gagné? Que dès que le blé reste en possession du morer, le morer, il le garde bien parce qu'on ne sait jamais, il peut le vendre plus cher à quelqu'un d'autre. Donc ça suffit, cette hypothèse-là de pouvoir vendre à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse une bonne chmira du blé et que s'il y a un incendie qu'il aurait pu éteindre, qu'il l'éteigne. Vous avez suivi ou pas? Mettez vos écrans quand même. Ça fait tellement de plaisir de vous voir en pyjama. Hein, c'est comme il y a un rave de Naftali, parce qu'on a fait une réunion avec le Naftali, tous les rabbinim qui enseignaient par Zoom comment ils se sont adaptés et tout. Ils ont témoigné aux grands donateurs et un il a dit c'est extraordinaire pour moi d'enseigner en chemise et pieds nus. Ouais, j'avais jamais fait dans ma vie. Et moi je suis pas pieds nus. Donc vous pouvez mettre vos écrans. Vous n'avez jamais eu l'impression, quand à l'époque il y avait des téléphones, des fois le patron il appelait, donc il est important, alors on était gêné si on était en pyjama qu'on répondait au téléphone. J'avais cet argacha. Pas grave. Un jour. Donc, en tout cas, mettez l'écran. Donc, salut Julien. C'est clair, Julien, Rabbi Shimon ou pas? C'est un ridouche, hein? Un ridouche. Nickel, c'est clair. Un ridouche, hein? On n'aurait jamais dit un truc pareil, nous. On aurait plutôt dit, tant qu'il a reçu son argent, il s'en fout de tout. On aurait dit, c'est lui le problème, mon frère. Rabbi Shimon dit, non, on ne craint pas que ce soit un voleur, le mec. On veut le motiver à garder. Et dès que il peut changer d'avis, ça lui suffit pour être un bon gardien. On a fini. Mishnah Gimel. Alors là, on passe à un nouveau sujet très, très, très important dans la vie de tous les jours. Que ce soit en général pour les vendeurs, David. Celui qui travaille dans. Oui. S'appelle Onahat Mamon. Ah, on ne voit plus le partage d'écran. On ne vous voit plus. Un bug, hein, je pense que c'est un virus, mais pas chinois. Une seconde, on va refaire le partage d'écran. Alors c'est un sujet d'halakha très important et en Gemara très intéressant, très riche, qui s'appelle Onahat Mamon. La plupart des Mishnayot de ce Pérec-là va parler de ce sujet-là. Onahat Mamon, c'est quoi Onahat Mamon? C'est comme maintenant il y a un prix officiel d'un certain produit, qu'on le vende plus cher que le prix, et que la personne en face n'était pas au courant, ou n'était pas d'accord, on l'a forcé, ou bien il n'était pas au courant. Donc on a abusé de lui, on a vendu plus cher. Ou bien l'acheteur... Comment il n'était pas au courant? Le prix, il est affiché, non? Déjà, tu as des questions alors qu'on est que dans l'introduction, Chazak, David. Non, je me pose la question, comment quelqu'un qui achète quelque chose, il n'est pas au courant du prix? Je suis dans l'introduction, là. Laisse-moi développer le sujet. Pour l'instant, on ne pose pas de questions. On écoute. Fais comme tout le monde, écoute en faisant semblant de comprendre. Voilà. J'ai fait ça pendant des années, moi. Donc, on reprend. Okay. Donc, il y a ici un abus. Comment vous manquez d'imagination? Comment c'est possible? Moi, je ne réponds pas à vos questions d'imagination dans l'introduction. Donc, en tout cas, il y a eu un abus. C'était ou bien le vendeur l'a vendu trop cher, ou bien l'acheteur, il a eu le vendeur, il l'a vendu moins cher que le prix. D'accord? Alors maintenant, il y a trois. C'est quoi moins cher? C'est quoi plus cher? C'est quoi le barème? Ah, bien sûr, on parle d'un objet qui a un prix. Si c'est une œuvre d'art qui n'a pas de prix, alors il n'y a pas de question. Il n'y a pas moins cher ou plus cher. Il n'y a pas de prix. Mais si c'est un objet où il y a un prix, d'accord? Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre un supermarché, entre une macolette, parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. La personne quand on va dans macolette, elle sait que c'est plus cher. Mais même si c'est plus cher, tu achètes un paquet de farine à 50 shekels. D'accord, il y a des limites quand même, c'est-à-dire. Il y a de la vie dans la farine là-bas, quoi. Il y a des habitants, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est plus cher? Donc même dans la macolette, il y a une fourchette de prix tolérable et une fourchette de prix, ça y est, c'est de l'abus, quoi. D'accord? Alors quand quelqu'un maintenant il fait cet abus-là, d'accord? Alors il est ouvert sur Ona, il est ouvert sur Ona, ça il est sur la Torah.
Il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Behar, Vechi timkeru memker la amitecha. Donc, lorsque tu vas demander quelque chose à quelqu'un de ton peuple, oh, kanu miyad amitecha, al tonu ish et achim. Al tonu. Tonu, c'est la chose ona. Ona, c'est un terme qui exprime de léser quelqu'un. Tu viens le léser. Comment? Faire de la peine, non? Non, vraiment pas. Tu t'embrouilles entre Onaat Mamon et Onaat Varim. Tu t'embrouilles entre Onaat Mamon et Onaat Varim. Onaat Mamon, ouais, c'est vendre ou acheter un prix inférieur ou supérieur au prix répandu. D'accord? Donc c'est pas faire de la peine, c'est pas ça l'enjeu. Même si en face il n'a pas de la peine, on s'en fout, il sera jamais au courant, il n'a jamais eu de peine, ouais, parce qu'il sera jamais au courant que j'ai arnaqué. Malgré tout, ça s'appelle Onaat Mamon, donc ça n'a rien à voir avec le sentiment. Onaat Varim, c'est tu dis à quelqu'un, oui, quand tu étais jeune, tu mangeais du cochon, avant de te convertir, c'est toi comment dirais-je, qui partageait l'eau bénite pour chacun, etc. Donc tu fais de la peine à la personne, ça c'est Onaat Varim. Là on est dans Onaat Mamon, José. Ok. J'ai mélangé. C'est pas grave, ça t'arrive, José, rassure-toi. Mais l'histoire, c'est effectivement, c'est une sheila. Pourquoi c'est le même terme que les Chachamim, ils ont donné à ce Issour-là? C'est-à-dire quel rapport entre Onat Mamon et Onat Varim? Parce qu'on l'apprend l'un de l'autre. C'est-à-dire il y a un ribouille dans Onat Mamon, on apprend même Onat Varim. Ma Kesher. Alors le Kesher, justement, c'est une question délicate que pas beaucoup de mes farchim m'expliquent. Une fois, moi, j'avais essayé d'expliquer que le point commun entre ces deux Issourim-là, hein, il est le suivant. C'est quand maintenant on vient vendre un objet à quelqu'un, en vérité, lui-même, il n'a pas été volé, c'est-à-dire, il a vu le prix, et il a acheté, et il manquait de connaissances, ouais, ou il n'avait pas le choix, mais en fin de compte, je ne l'ai pas volé, quoi. Mais, quelque part, je suis venu porter atteinte, ouais, c'est porter atteinte à l'autre quelque part. J'ai profité de ma position de vendeur pour porter atteinte à sa situation d'acheteur. Ona, c'est quelque chose où je viens porter atteinte à l'autre. Je viens le, comment dirais-je, une sorte de dépréciation. Comment dirais-je, j'ai enlevé de l'importance à cette personne-là. Ouais, puisqu'il n'est pas important à mes yeux, j'abuse de lui. C'est le déprécier la personne et j'abuse de lui. J'abuse de lui. Maintenant, comme maintenant je dis des paroles blessantes, ouais, c'est également je déprécie la personne et c'est plus son argent, comment dirais-je, que je viens me comporter avec son argent de manière dominateur. Je suis dominateur avec son argent, j'écrase son argent. Là, je suis dominateur sur lui, j'écrase sa personne. C'est une onara, c'est on vient écraser un peu la personne avec une onara, on vient l'écraser. Parce que les exemples de la Mishnah, à la fin du Pérec de Onat Dvarim, on voit que c'est toujours on écrase la personne. On fait la peine, mais on l'écrase. David, tu peux répondre le klaxon, s'il te plaît? D'autres techniques? Ouais. David? On est un magasin en plein Milan, là. Des Italiens très très excités. Il est marqué à la fin du Pérec. Oh là là, j'ai sauté le Pérec, quoi. Non. C'est où Onat Varim? C'est où Onat Varim? Kamaï. Quelle page? Voilà, c'est la Mishnah Yud. Okay. Vous avez le partage d'écran, hein, n'est-ce pas? Vous avez le partage d'écran? Oui. On a en arabe. כשם שעונה במקח וממכר,
Car on a bedvarim, la manière qu'il y a une ona'a dans les lois commerciales, il y a également une ona'a dans les paroles. Lo yomar lo, et kama chafetze ou veno rotse likar. On va lui dire combien ça vaut, alors que tu n'as pas l'intention de lui acheter. Donc je lui fais croire, il est content le mec, il a vendu sa... Il est content parce qu'il a réussi à couler sa marchandise. Il pense avoir trouvé un bon client. Et en fin de compte, j'ai pas du tout envie de lui acheter. D'avance. J'avais déjà acheté l'objet. Mais je veux savoir si j'ai acheté à un bon prix. Je lui dis, moi, combien tu vends et tout. Et je lui fais croire que je vais acheter. Si je lui dis, voilà, moi j'ai déjà acheté, j'aimerais savoir c'est quoi le prix, il n'y a pas de problème. Mais si je lui fais croire, donc je l'utilise quelque part. J'utilise la personne pour mes besoins, quoi. Il a pas de valeur à mes yeux, quelque part. J'utilise la personne. Et je fais abstraction de ses sentiments, quoi. Je fais abstraction de ce qu'il ressent. Et il m'a le chou. J'en ai parlé assez fort, donc quand vous avez du bruit, bon, Hachem, je l'ai aussi. Le yomarlo zecher ma'asecha rishonim. On dit, ah, tu te rappelles, hein, avant, comment t'étais un petit brigand? Oh là là. Imaya ben Gerim, si c'était un goy avant. Ah, rappelle-toi et tout, comme t'étais sérieux à l'église, à la synagogue, t'es moins sérieux. Je n'ai marre, veger l'otoné, c'est la Torah. Donc la Torah, elle vient utiliser le terme de Ona pour Mammon et pour Dibour. Alors que c'est deux choses différentes. Il faut comprendre l'étymologie du mot, parce que c'est deux choses différentes. Dans l'argent, c'est quelque part, j'abuse de la confiance de la personne, et je lui vends un prix, ou je lui achète à un prix, qui vient, comment dirais-je, est une forme de vol. Parce que s'il avait su que c'était ça le prix, il n'aurait jamais vendu à ce prix-là. S'il avait su que c'était ça le prix, il n'aurait jamais acheté à ce prix-là. Donc j'ai abusé de sa confiance, ouais, pour porter atteinte à son argent. Je porte atteinte à son argent parce que... Ça marche pour l'acheteur aussi, alors. Bien sûr. Ah ouais. On l'a déjà dit. Et dans Nadvarim, c'est que je porte atteinte non pas à son argent, mais à lui. Ou bien on a dit dans le cas du vendeur, ouais, je viens maintenant lui faire une fausse joie, lui faire croire que ça y est, il a pu accomplir sa mission de vendeur, en fin de compte, non. Je le laisse planter avec sa marchandise. J'ai pas dit que je vais lui acheter. J'ai pas dit, voilà, je vais te l'acheter, je viens demain. Si je dis, je vais lui acheter, je viens demain, on a dit que ça, c'est Mechasre Amana. D'accord? Mechasre Amana. C'est pas Mishepara. On ne transgresse pas la malédiction de Mishepara. Mais Chachamim, il disait, c'est un mec pas bien, lui. Mechasre Amana, il dit qu'il va acheter, qu'il va pas acheter. Tant qu'il n'a pas donné d'argent, il n'a pas la malédiction. Mais c'est un mec pas bien. Ici, c'est pas ça. C'est pas dit que je vais acheter. Je dis voilà, il a l'air bien votre truc et tout, votre voiture est à vendre et tout. Il s'assoit dedans, il fait un tour, il n'a aucune intention d'acheter la voiture. Maman, j'ai aucune intention. Pour lui, c'est clair dans sa tête qu'il ne va pas acheter la voiture. Alors, il fait une fausse joie au vendeur. Et quand il ne va pas acheter, c'est maniable ce cas-là, c'est un ridouche. Hein. Quand on reviendra à Mishnah, il faudra comprendre parce que si maintenant un mec il veut acheter la voiture. En fin de compte, d'un moment il change d'avis. Là on est d'accord qu'il n'y a pas de problème d'ana. Pourtant le vendeur il a la même peine en vérité. Quand maintenant je vais acheter une voiture, au dernier moment je change d'avis avec le BMF, le vendeur il a la même peine que si depuis le début je ne voulais pas acheter. Donc la différence elle n'est pas au niveau de la peine, tu vois José. Elle n'est pas au niveau de la peine, mais au niveau de mon intention. Elle n'est pas au niveau maintenant des conséquences de mon acte.
Attention. Non, pas de l'argent, je parle pas de ça. On n'est pas dans l'argent maintenant, José. Je reprends, José, essaie de me comprendre. Il y a deux cas. Un cas où je vais acheter une voiture et j'étais sur le point de l'acheter, je change d'avis. Ça fait la peine au vendeur? Allô? Ça fait la peine au vendeur? C'est parti, José? Non, je suis là, mais je sais pas, j'ai du mal à entendre parce que ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça parle très fort. Je j'arrive pas à entendre. Mais Vous avez- là, Les amis, vous avez tous un problème de qualité sonore ou il n'y a que José? Ça va? Ouais, c'est haché votre son. Votre son, il est haché. Problème, ça va. Il est un peu plus fort, mais. Moi, je capte bien. Le son est haché. Le son est haché. Alors, c'est très embêtant de faire un cours si l'intervenant, on n'entend pas. Alors, là, c'est le matos. je suis désolé. Hein. Non, mais tu as raison de dire la vérité. Tu as fait raison de la vérité. C'est vrai. C'est fini. On va passer en mode commentateur de match de foot. Donc, ça c'est comme ça. Alors, il faut que je refasse une petite mise au point au niveau de... Voilà, il a repéré. Paf. Allô, allô, allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? C'est mieux? Oui, Très oui. bien. Très bien. C'est mieux? Oui, 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 oui. c'est plus clair. Je vous entends pas, moi, par contre. Attends une seconde. Comment on fait pour augmenter le son? Non, on vous entend bien, En nous. vérité, oui, mais en vérité, j'ai pas besoin de vous entendre. Ça fait des années que je voulais vous le dire. Donc, on recommence. Donc, on reprend. Donc, j'ai dit que quand maintenant je suis sur le point d'acheter une voiture, je suis emballé et tout. Il y a en plus un volant en option, vraiment un truc, une voiture de folie. Et en fin de compte, ma femme me dit non, mais pas du tout. T'es fou, quoi. Moi, je veux pas d'une voiture comme ça, moi. Moi, je veux pouvoir accrocher une remorque, je veux qu'elle soit amphibie et tout. C'était prévu, c'était dans l'acte va. Alors, le mec, il dit, bah voilà, désolé, en fin de compte. On était sur le point de signer, c'est-à-dire, tu peux y aller. Ça fait beaucoup de peine, comme on dit en anglais, mais j'avais le stylo dans la main. J'étais sur le point de signer. Alors, le mec, je l'ai vraiment déçu, quoi, tu vois. J'ai transgressé le issur de Onat Varim. Non. Non. Maintenant, le même cas. Le mec, depuis le début, ne voulait pas acheter. Et au moment où il doit signer, non, je n'achète pas. Donc, le ressenti du vendeur est la même, exactement le même. Il ressent exactement la même chose. D'accord ou pas? Oui. Lui, il ne sait pas ce que j'ai dans ma tête. Ouais, mais lui, il sait depuis le début qu'il allait pas. Oui, mais par rapport à ce que tu as dit, José, à l'époque où j'avais une voix hachée, tu avais dit que le problème, c'est de faire de la peine. Tu vois bien que c'est faux. Oui, 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 oui. Parce que dans les deux cas, j'ai fait la même peine. C'est ça que je veux te prouver. Dans les deux cas, j'ai fait exactement la même peine. La différence entre les deux cas, c'est que dans un cas, je me fous de sa tête, quoi. Il vaut rien à mes yeux, quoi. Tu vois la nuance ou pas? Oui, oui, tout à fait. Quand je dis à un mec, ouais, quand je dis quelque chose à quelqu'un, sachant que ça va lui faire de la peine, c'est qu'il vaut rien à mes yeux. Le problème, c'est pas faire de la peine, c'est vouloir faire de la peine. Quand je veux faire de la peine, c'est qu'il vaut rien à mes yeux. Même si je veux pas, Nagui, je veux pas faire de la peine. Oh, ça va, c'est pour rigoler, hein. Disons, le mec, c'est pas, comment on appelle ça, le vilain, le super vilain dans les dessins animés, le mec. C'est pas qu'il est méchant. Il s'en fout. Ah, ça va, j'ai dit que c'est toi qui distribuais l'eau bénite. Ça, on peut rigoler, hein. Ah, pas d'humour, hein. Je veux pas faire de la peine. Forcément. Je suis pas forcément un mec vicieux. Mais en tout cas, je m'en fous de lui, quoi. Il n'a pas de valeur à mes yeux. Pour moi, c'est un objet, quoi. Je m'amuse avec lui. Je ne lui confère pas une dimension humaine qui impose le respect.
Vous me suivez ou pas? Le problème, c'est quel regard je pose sur ce type. Donc maintenant, si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, ouais, je vais réfléchir avant de lui dire, est-ce que, quand tu mangeais du cochon avant, etc. Je vais pas le dire. Pourquoi? Parce que même si je suis un mec pas très intelligent, comme j'aime beaucoup, du coup, je vais développer une sensibilité qui va m'empêcher de dire des choses blessantes. Même si je suis pas intelligent. Ça va, j'ai pas réfléchi, je savais pas que ça allait te faire de la peine. Quand c'est quelqu'un que j'aime bien, par exemple quelqu'un de la famille, je sais qu'il peut être susceptible à certains sujets, je fais attention de ne pas le blesser, d'accord? Là, pitom, je vais être moins culotté. Là, moi, je suis culotté, c'est comme ça. Des gens que j'aime bien, je fais attention, d'accord? Donc, on voit que le problème d'être blessant, c'est pas un mode d'expression, ou un manque d'éducation, c'est un manque de respect de l'autre. C'est un sujet très important en vérité pour la période qu'on passe aujourd'hui, qui est Rosh Hashanah Yom Kippour, quoi. C'est-à-dire que des fois, ni on est des voleurs, ni on est des tueurs, ni on est des lachonnareurs, mais on est blessant. On est blessant, malheureusement. Et la raison pour laquelle on est blessant, c'est parce que l'autre, il n'est pas important à nos yeux. C'était important à nos yeux, alors on aurait réfléchi, dit attends, non, ça fait de la peine de dire ça, pourquoi je dis ça? Des fois, on est blessant avec le serveur au restaurant parce qu'il a mis du temps à venir, il s'est trompé dans la commande. Il y a des gens pas doués. Faut le savoir, il y a des gens pas doués, c'est comme ça. Et parce qu'il n'est pas doué, je peux lui faire de la peine. Une fois, l'année dernière, j'ai fait pas mal de déménagements. Dans l'un des déménagements que j'avais fait, j'ai demandé à un mec de venir me démonter des armoires pour les remonter après. Et un jeune, il est venu, etc. Et il s'est complètement embrouillé. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui s'amuse à faire un puzzle, mais il a genre 2 ans et demi, tu vois. Un puzzle de 1000 pièces. Pareil, quoi. Complètement embrouillé, le mec. Et moi-même, je lui conseille, non, la porte, c'est plutôt là, t'es en train de toucher au plafond de l'armoire, là. La porte, c'est là-bas. Ouais. Vraiment à côté de la plaque, quoi. Alors, j'ai dû faire un trait sur moi énorme, parce que j'étais dans la galère. J'avais plein de galères pendant cette période-là. Que bon, j'ai vu que le mec, il s'est lancé sur mon dos, mais c'est pas une raison de l'éclater, quoi. C'est un petit jeune. Quand il a quitté la yeshiva, il a essayé de se faire une parnassa, on lui a un peu expliqué, il a essayé. J'ai essayé, comme si c'était mon fils, de rentrer dans son délire, tu vois. Pas dire, attends, moi je galère, les déménagements viennent demain, il faut que tu appelles l'armoire à la chauffette, etc. Je dis pas que j'arrive à chaque fois, mais là, bon, Rachel, j'ai heureusement que j'y arrivé parce qu'en fin de compte, ce mec-là est devenu copain de mon fils, j'aurais été mal après. Mais tu vois, des fois, on est plongé dans des situations délicates, et donc en plus, on pense plus tellement à l'autre. Et donc l'autre, il vaut plus rien, c'est un numéro. C'est comment dirais-je, un démonteur d'armoire, ouais, et c'est tout. Et c'est pas plus que ça. Donc s'il fait pas son boulot, qu'il crève. On peut malheureusement être plongé dans ce genre de problème. Oui. Quand tu payes quelqu'un, tu ne vois plus que moi je paye, donc toi tu te débrouilles. Ce que tu me racontes, c'est pas mon problème, débrouille-toi. Crève, je t'ai payé, crève. Malheureusement, on peut être plongé dans ce genre de dérive, parce que, en plus, des fois on est nous-mêmes, belachat. On est des fois nous-mêmes sous pression, comme dans un déménagement, etc., etc. Donc pour nous, ce genre de situations qui s'appellent des situations de pression sont pour nous des épreuves pour savoir est-ce que véritablement on donne une valeur à l'être humain ou pas. On donne une valeur à l'être humain que quand maintenant on va voir Dankeschön, Bitteschön, des relations humaines confortables, alors on fait un effort d'être poli. Ou non, on est poli avec l'être humain parce que l'être humain mérite de recevoir une certaine considération. Alors, on a dvarim, c'est ça le problème. Le client, je le vois comme étant un pigeon. Le vendeur, je le vois comme étant un pigeon. Le guerre, je le vois comme étant un objet de risée.
Ouais, le vendeur, je vais l'utiliser pour utiliser sa voiture. J'ai pas du tout l'intention d'acheter sa voiture, mais tu sais pas ce qu'il ressent, le mec. Donc c'est de voir l'autre comme étant un objet, c'est ça on a. Déprécier l'autre. C'est comme il y a un Rav que j'aime beaucoup qui s'appelle le Rav Greenman. Bon, c'était un des Gdoléador. Le Rav Greenman, un talmid du Chazon Ish qui est niftar il n'y a pas longtemps, et il a une grande famille, beaucoup d'enfants. Et un de ses enfants, qui m'a aidé pour trouver un appartement, à une époque, il devait acheter un appartement. C'est Israël, mon chauffeur, qui m'a raconté, qu'il connaît très bien. Il devait acheter un appartement, et je sais plus, je crois à Natania. Et le vendeur était vraiment pas dans le coup, quoi. Il a fait un prix, genre, le cas, genre 25% moins cher que ce que ça vaut, tu vois. Vraiment une grosse. On va voir dans la Gemara que, dans la Mishnah, on va voir que Enonat Mamon Bekarkaot. Parce qu'il n'y a pas de prix pour un appartement. Mais quand même, il n'y a pas de prix, mais quand même, Makara, quoi. C'est-à-dire. Et le Rav, qui n'a pas beaucoup d'argent, puisqu'il a dit, sachez que c'est pas le prix du marché, c'est-à-dire ce que vous faites. Il lui a dit. Il n'a pas fait comme ça. Bon, ben tant pis, il sait pas. Hein. Mina Shamaim, comme je suis un Talmid Chacham et je dois marier mes enfants, Hachem me fait des nissim. Le monsieur, c'était pas un religieux en face de lui, c'était pas quelqu'un de sa bande, c'était un juif. Ben, c'est ce genre de choses, ce genre d'histoire réelle qu'on doit se rappeler. De sans arrêt réfléchir non pas à mon intérêt, mais devant moi il y a des êtres vivants. Et ne fais pas l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et en fin de compte, si je me rappelle bien de l'histoire, le mec de l'appartement, il n'a pas descendu, non, c'est pas grave et tout. En plus, vous êtes honnête, il n'a pas remis l'appartement au prix, il a été mévataire pour le Rav, il a été touché, il n'a peut-être pas besoin tellement de cet argent-là, ouais. Et sauf le Rav, il n'a rien perdu, il a juste gagné le Lamaba, au passage. Il a juste gagné le mérite de pouvoir s'appeler quelqu'un qui aime son prochain et qui aime les valeurs de la Torah. Donc c'est pas évident. Ce genre d'épreuve, c'est pas du tout évident. Quand c'est une différence pour toi de, je sais pas moi, 150 000 shekels que t'as pas et que tu vas prendre une mashkenta et que tu sais pas comment tu vas marier l'enfant d'après, c'est pas évident. Mais en tout cas, la vie, elle est belle. Parce que tu peux te regarder dans la glace. La vie, elle est belle. Parce qu'il n'y a pas pire que d'avoir des appartements avec plein de glace, mais on peut jamais se regarder dedans. Parenthèse. Donc en tout cas, ce qu'on a vu dans cette Mishnah de Onaa, pour l'instant c'est l'introduction, on va s'arrêter sur l'introduction. La Onaa, donc on a dit, c'est donc une action, ouais, de léser ou bien les biens de la personne, ou bien léser ses sentiments, faire abstraction de ses sentiments, ouais. Nous, la première partie de la Masechet, de ce Pérec-là qu'on va étudier dans Hachem demain et après-demain encore, c'est Onaat Mamon, dans lequel on voit qu'il y a beaucoup de paramètres, ouais. On va avoir 3 niveaux. Un niveau où, comme c'est pas tellement plus cher que le prix, c'est moins que 1/6 de plus. Le paramètre, c'est 1/6. Quand par exemple, t'as un truc qui vaut 60 000 shekels, ouais, et tu rajoutes 1/6, tu rajoutes 10 000 shekels sur ça. D'accord ? Ça, c'est la Onat Mamon, sur lequel on peut carrément annuler le Mekar. On peut annuler parce que tu as fait 1/6 de plus. Quand c'est moins que 1/6, ouais, quand c'est moins que 1/6, alors on va avoir une marloquette. Alors, annuler le Mekar, on ne peut pas. D'accord ? Mais, est-ce que c'est moutard ou c'est assaut ? Est-ce qu'il y a une mechila ou pas ? Si c'est moins qu'un sixième, c'est-à-dire que c'est dans la fourchette de prix, et donc il n'y a pas de issour, ou non, c'est pas dans la fourchette. C'est assour, mais c'est pas suffisamment assour qu'on peut annuler la transaction. Mais l'echatrila, si tu étais conscient que tu étais au-dessus du prix, c'est assour. Donc on verra c'est ça dans le détail, Bezrat Hashem. Maintenant on va reprendre notre sujet maintenant de Shabbat. Julien, t'as déjà fait Melechet Korea ? Un petit peu. Un petit peu.